fait partie des vocations de notre association. Dans beaucoup d'endroits, on rend visible ce qui est invisible, ce que les autres ne vont pas montrer. Vous êtes souvent confronté au lobby, justement, des industriels? Ah ben, on est confronté en permanence. Avant, quand vous achetiez 100, vous pouviez revendre 100. L'État a imposé 10% de marge. Et donc, on a cette loi qui n'a pas l'effet escompté, qui fait payer aux consommateurs plus cher et qui garantit des marges à la grande distribution. Il y a eu des bilans de faits, tout le monde l'a dit, la Cour des comptes, etc. Il n'y a eu aucun ruissellement. On ne peut pas libéraliser et d'un seul coup dire à EDF, c'est libéralisé, tu fais ce que tu veux. Parce que le système est complètement dément. On oblige EDF à vendre à un coût raisonnable à des concurrents pour que les concurrents concurrencent EDF. C'est un système mais complètement fou. Si on le voulait, on ne dépendrait pas autant des cours internationaux, on dépendrait que de nos coûts de production en France. Le premier bénéficiaire de l'augmentation des prix de l'électricité, c'est l'État. Comment peut-on admettre qu'un bien de première nécessité, on vient le grever de 20% de taxes ? Alain Bazot, bonjour. Bonjour. Je suis très heureux de vous recevoir sur la chaîne YouTube du site Elucide. Vous êtes président de l'UFC Que Choisir, l'association de consommateurs, depuis 20 ans. Et vous êtes même militant dans cette association depuis 45 ans. Vous expliquez que vous vouliez déjà à l'époque lutter contre les injustices. Alors, première question, déjà, c'est quoi l'UFC Que Choisir ? Alors, UFC, déjà, ça veut dire Union fédérale des consommateurs, Que Choisir, qui est le nom de la revue. C'est une association, une ONG, organisation non gouvernementale, c'est-à-dire indépendante philosophiquement de toute obédience. On n'est pas dans le courant familial, on n'est pas dans le courant syndical, et on a une indépendance financière, puisque nos revenus, on les tient des consommateurs eux-mêmes, que ce soit les abonnés à la revue, les abonnés au site, ou encore les adhérents. Donc voilà, on est une association qui se donne pour but de rééquilibrer le rapport de force entre le monde de la production, de la distribution et le consommateur qui est isolé, qui est souvent mal informé quand ce n'est pas désinformé, et donc lui redonner un pouvoir de marché dans une logique ce qu'on appelle aujourd'hui une consommation responsable, durable. On traque partout les cas où le consommateur est captif, est mal informé ou désinformé, où il n'a pas accès, compte tenu des niveaux de prix, à un certain nombre de biens et de services. Donc voilà, notre vocation, c'est de l'éclairer, de le mobiliser pour faire en sorte qu'il retrouve son pouvoir de libre arbitre, de choix éclairé, de liberté de choix éclairé, des choix de consommation qui à la fois préservent l'homme et son environnement. On est la 5e ou 6e plus grosse organisation de consommateurs dans le monde. Alors donc vous êtes la bonne personne pour parler de la consommation en France et peut-être plus encore, j'ai envie de dire, des entraves à la consommation, en particulier par les lobbies. Et je dirais la période s'y prête, puisque évidemment, actuellement, les consommateurs sont frappés par le retour de quelque chose qu'on pensait appartenir aux années 50 ou 70, qui est l'inflation. Comme on le voit sur ces graphiques, on a une inflation de plein de choses. Évidemment, l'énergie dont on a beaucoup parlé, mais finalement, on se rend compte que les matières premières industrielles, les produits industriels, les produits alimentaires augmentent aussi très fortement. Et ici, on voit que en fait, le panier de la ménagère, en tout cas, on pourrait l'appeler comme ça, un panier de 150 produits, a augmenté de plus de 11% sur un an, avec des conséquences très fortes, comme on le voit, sur le pouvoir d'achat. Suivant le CDE, au premier trimestre 2022, donc rien que le premier trimestre, on n'est encore qu'au début des problèmes, le pouvoir d'achat des Français a baissé de 2% par rapport au trimestre précédent. États-Unis, Allemagne ont été frappés très fortement, un peu moins d'autres pays, mais bon, le deuxième trimestre sera encore pire. Donc le pouvoir d'achat est revenu vraiment au centre des préoccupations. Alors, d'où vient cette inflation? Qu'est-ce qui se passe actuellement? Ce qui se passe, on en parle beaucoup. Le premier facteur, c'est évidemment l'envolée des cours de l'énergie.
l'énergie, c'est la base de pratiquement toute la production. Que ce soit des produits industriels ou même que ce soit des produits agricoles. Donc ça vient plomber les prix de beaucoup de biens de consommation. Et il y a un effet boule de neige, c'est-à-dire là on voit maintenant que les cosmétiques, eux aussi, ça y est, ils rentrent dans la danse et les prix augmentent. Nous aussi, on a un barème de prix, parce qu'on a un gros échantillonnage de produits que l'on suit. Et on est légèrement au-dessus de l'indice de l'INSEE, mais on se rapproche de l'indice qui est l'indice européen. Et donc là, celui qu'on vient de sortir en août, on voit qu'il y a une envolée des cosmétiques et les industriels ils disent qu'ils utilisent beaucoup d'énergie. Donc le prix de l'énergie augmente pour les consommateurs, mais il augmente pour les industriels. Et du coup, puisque les coûts augmentent à la production, eh bien on les retrouve pour le consommateur au moment d'acheter. Et puis il y a des facteurs, d'autres facteurs qui sont liés à des problèmes climatiques. Quand certaines productions ne sont pas au rendez-vous à cause de sécheresse ici ou là, les tensions internationales, en fonction qu'il y ait une reprise à tel endroit, il y a une rareté des matières premières, à ce moment-là, il y a une tension sur les prix. On le voit dans pas mal de secteurs, et aggravé par la crise, évidemment, en Ukraine, la guerre en Ukraine, où on voit bien que là aussi, il y a un certain nombre de conditions de circulation des marchandises qui sont entravées et qui créent de la rareté, et donc ce qui est rare est cher, et voilà. À côté de ça, il y a aussi de la spéculation inhérent à chaque crise, et c'est tout le débat sur est-ce qu'il faut taxer les super profits ou pas, parce que souvent c'est quand même lié à de la spéculation. Donc là, ce n'est pas expliqué par objectivement l'augmentation du prix des matières premières, et donc des coûts de production en général, mais c'est expliqué par de la spéculation. Et donc on raréfie, puis après on remet sur le marché et on joue sur les prix, surtout s'il y a un déficit concurrentiel. C'est souvent quand il y a un déficit concurrentiel, évidemment, qu'il y a un risque de position dominante et donc d'abus de position dominante. Sinon, comment expliquer si c'était uniquement, pour un certain nombre de secteurs, si c'était uniquement l'augmentation des coûts, si vous avez une augmentation des coûts de 10%, et qu'à la fin, le prix augmente de 10%, la marge reste la même et donc il n'y a pas de super profit. Bon. En revanche, si les prix augmentent et puis que les marges et les profits augmentent, pour ne pas dire explosent, ça veut bien dire que là, dans la formation des prix, il y a un problème de dysfonctionnement du marché, et c'est à ce moment-là qu'il faut voir comment il faut intervenir. Parce que, si vous voulez, c'est les trois grandes masses. On sait qu'il faut rémunérer le capital, il faut rémunérer le travail, ça c'est tout l'enjeu des salaires. Et puis dans la répartition de la valeur, il faut à la fin qu'il y ait des prix qui sont, on va dire, des justes prix. Quand je dis juste prix, ce n'est pas un concept moral, c'est simplement qu'il y ait une marge, parce qu'il faut, il faut rémunérer le capital, il faut investir dans la recherche et développement, donc voilà. Mais quand ça prend des dimensions énormes, ça veut dire qu'il y a un dysfonctionnement, et donc que le consommateur paie trop cher. D'où la discussion là sur une fiscalité exceptionnelle. Nous, on avait déjà demandé ça. On appelait ça la contribution totale. Il y a quelques années, quand il y avait eu une explosion des prix, on s'était rendu compte que la marge, notamment la marge sur le raffinage des compagnies pétrolières, explosait. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais à l'époque, on s'était rendu compte qu'on raréfiait la capacité de raffinage du gasoil. À l'époque, c'était encore très, très en vogue. Et donc, si on se limite dans les capacités de raffinage, mécaniquement, on crée un déséquilibre offre-demande et donc les prix augmentent. On s'était rendu compte que c'était sur ce segment que les compagnies pétrolières se faisaient beaucoup, beaucoup d'argent. Pas à la pompe. Bon. Et donc, à l'époque, déjà, Total annonçait 11 milliards de résultats nets après impôts, donc des choses tout à fait considérables. Ça débordait. Et à l'époque, on avait pris une position en disant il faut une contribution.
Il n'est pas possible que la crise sur le pétrole, ce soit le consommateur qui paye et qui est des profiteurs. Et là, le débat, il est de nouveau là. On voit qu'il y a un certain nombre de secteurs professionnels qui... que les entreprises fassent des bénéfices, je veux dire, on n'est pas là, on ne remet pas en cause le fait de faire des bénéfices. C'est le moteur des entreprises. Mais quand on arrive à des choses qui sont dans l'indécence, et comme c'est le consommateur qui paye, donc la logique, ce serait que puisque le marché ne régule pas des marges qui seraient des marges acceptables pour, encore une fois, rémunérer capital, travail et innovation, eh bien, c'est à l'État de jouer les régulateurs, d'intervenir, pas simplement prier à genoux, qu'ils soient modérés dans leurs prix. Il faut prendre les responsabilités. L'État, c'est un État qui doit être garant du bon système de l'économie, qui est une économie libérale. Donc, elle est acceptée pour l'essentiel, mais encore faut-il que tous les éléments du libéralisme jouent, et notamment que le consommateur puisse être un acteur. Or là, il subit, il n'est pas acteur. Donc, il n'y a que l'État qui peut intervenir et ponctionner ce qui est en trop pour le redistribuer au consommateur qui est en mal avec le pouvoir d'achat tel que vous venez de le voir. Votre vision n'est pas de dire qu'en soi, c'est mal que Total fasse des profits, mais non. Vous dites que c'est mal c'est pas normal qu'en 2022, il fasse plus de profits qu'en 2018, alors que voilà, il y a un problème national qui nous frappe. C'est ça l'idée. Ben, c'est ça. Ça veut dire qu'il y a un dysfonctionnement et il y a des victimes de ce dysfonctionnement et il y en a qui en profitent. Bon, voilà. C'est pas remettre en cause le système dans sa globalité. C'est à un moment donné, en période de crise, il y a des gens qui souffrent en termes économiques de façon très importante. Et puis, il y a une petite minorité qui, elle, va tirer profit de façon immorale. Enfin, on est aussi dans de la moralité. Il arrive un moment donné, dans la société, il y a des choses qui ne sont plus acceptables. On va dire, le contrat social, il est rompu. Les gens acceptent qu'il y en ait qui gagnent beaucoup, d'autres qui gagnent moins, etc. Mais il arrive un moment donné, ça ne peut pas toujours être dans le même sens, surtout en période de crise, avec des millions de gens qui ne terminent pas leur fin de mois, qui ne peuvent plus manger, qui sont en stress, qui ne vont pas pouvoir se chauffer. Enfin, bon, je veux dire, dans une société civilisée, il arrive à un moment donné, ça n'est plus acceptable, ça n'est plus entendable. Est-ce que vous avez déjà des retours de vos adhérents sur des difficultés concrètes face à cette inflation pour boucler les fins de mois, sachant que, je rappelle que le seuil de pauvreté en France, c'est à peu près 1 100 € par mois, que la simple taxe carbone avait déclenché le mouvement des Gilets jaunes à l'époque. Là, on est confronté à quelque chose de beaucoup plus violent. Vous avez déjà des retours ou pas encore? Ben, j'allais dire, pas trop, dans la mesure où on n'est pas identifié comme étant un acteur pour ces populations-là, comme un acteur qui milite, qui travaille à leur côté. On n'est pas une association caritative. Notre discours sur ces sujets-là n'est pas forcément relayé dans les grands médias. C'est pas souvent sur ça qu'on vient nous demander à nous exprimer. Faut être franc, notre média Que Choisir, il touche des CSP, CSP+. Il faut reconnaître que la revue, elle est assez chère. C'est un peu mon regret. Moi, j'aurais aimé avoir une revue grand public qui soit distribuée, pourquoi pas même gratuitement. Après, c'est tout le modèle économique. Puisqu'on ne veut pas d'argent, évidemment, des professionnels, ça va de soi. On en veut le moins possible de l'État, et on en a très très peu. Hein, dans notre budget, c'est infinitésimal. Donc ça nous donne une indépendance totale vis-à-vis du pouvoir politique, vis-à-vis des professionnels aussi. Mais du coup, on a du mal à toucher le grand public, ce qu'on appelle le grand public, et donc les catégories soit les plus défavorisées, mais j'allais dire, il y a les plus défavorisés, et maintenant, de plus en plus, il y a quand même les couches moyennes. Les Gilets jaunes, c'était ça. Hein. Donc, voilà, les populations comme ça qui sont à la jointure, là, qui commencent à souffrir, la paupérisation, ce ne sont pas des personnes qui encore s'adressent à nous. Nous, on l'observe et on travaille pour faire en sorte qu'ils ne soient pas les laissés pour compte. C'est un de nos soucis d'ailleurs, hein, par rapport aux aides. On parle de plus en plus des aides ciblées. Ça nous inquiète beaucoup.
Parce que bien sûr qu'il faut aider les plus pauvres, mais quand on dit allez, on va aider 20% des plus défavorisés, il ne faut pas croire que pour autant en France, il y a 80% de riches. Hein, combien il y a de riches vraiment riches? Après, il y a toutes des catégories moyennes, là, dont le niveau de vie est en train de diminuer. Et c'est là, en revanche, on est un peu plus visible comme acteur par ces populations-là. Et on a de toute façon les mêmes préoccupations chez Lucide, puisqu'on n'a pas de publicité, mais le cas de l'indépendance qui est permise par ça, bah, ça nous permet d'aborder certains sujets, comme celui dont on va parler, qui est la grande distribution. Alors, peut-être pour commencer, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça marche la grande distribution? Comment sont fixés les prix? C'est quoi les marges dont on entend parler de la grande distribution? Bon, alors, c'est un secteur qui est quand même très opaque. On n'est pas au cœur, nous, des discussions, parce que les prix se forment en fonction des négociations commerciales avec les producteurs. Bon. Et donc, il y a des négociations avec des grands producteurs, que ce soit les Nestlé, les Coca, les Danone, les Procter & Gamble, enfin bon, des grands fabricants internationaux, mondiaux. Et puis, il y a toutes les discussions avec les petits producteurs plus locaux, de l'industrie agroalimentaire, ou voire des agriculteurs. Et donc, c'est cette grande, pas cette grand-messe, mais cette grande période de négociation où les choses se jouent. Après, nous, en tant qu'organisation de consommateurs, on n'a pas accès à cette boîte noire. Cela dit, on n'est pas complètement démunis. Par exemple, en matière agricole, là, on a de quoi regarder comment les choses se passent, puisqu'il y a une publication officielle du prix des denrées agricoles. Hein, il y a le marché, il y a un endroit où sont affichés et publiés le cours des différents produits agricoles. Et donc, nous, on est capable d'aller les regarder, puis après, d'aller regarder ce qui se passe sur les étals de la grande distribution. C'est comme ça qu'on a pu, sur ce segment-là, on peut le faire aussi pour la viande non transformée. Puisque là, là aussi, il y a des cours de viande, et puis on voit ce qui sort. Il n'y a pas cette opacité avec des transformateurs, avec des intermédiaires, des industriels agroalimentaires, etc. Et donc, c'est comme ça, par exemple, qu'on avait pu mettre à jour des surmarges sur le bio, sur les produits bio. On avait regardé quels étaient le prix, le cours des produits bio, poireaux, tomates. Et c'est comme ça qu'on avait découvert que la grande distribution prenait une marge du double. Je prenais toujours l'exemple du poireau, parce qu'il est simple en termes de chiffres. Un poireau conventionnel, il est acheté 1, on multiplie par 2, et donc il est vendu 2. Un poireau bio, il est acheté 2, parce que les conditions de production, il y a moins de production, il y a des coûts de main-d'œuvre plus élevés, bon, etc., etc. Donc le producteur, il vend ça à la grande distribution 2. Eh bien là aussi, la grande surface, elle double. Elle vend 4. Donc, pour le premier, elle a une marge brute de 1 euro. Et dans le deuxième cas, elle a une marge brute de 2 euros. Donc, elle double sa marge. Alors, on ne m'a jamais pu m'expliquer qu'est-ce qui justifiait de doubler la marge. Est-ce que ça coûte plus cher de manipuler des cajots de bio ou des cajots conventionnels? Est-ce que la caissière, elle est plus rémunérée quand elle vend du bio ou quand elle vend du conventionnel? Alors, on m'a expliqué qu'il y avait c'était plus périssable, le bio, je veux bien l'entendre, mais de là, de doubler la marge, c'est pas acceptable. Et la grande distribution n'a jamais pu se justifier sur cet écart. Elle surfe simplement sur un engouement sur le bio. Les consommateurs, on leur dit, vous devez payer plus cher, c'est normal. Vous payez la qualité, il y a des coûts de production qui sont plus élevés, c'est normal que vous payiez plus cher. Là où la grande distribution s'engouffre, c'est payer plus cher à concurrence de combien? Et donc, si on ne met pas l'éclairage sur cette marge qui, de notre point de vue, est indue, surfant sur l'engouement, ça c'est des choses qui sont invisibles, ça fait partie des vocations de notre association. Dans beaucoup d'endroits, on rend visible ce qui est invisible, ce que les autres ne vont pas montrer. Parce que souvent, les expertises, les analyses, qui sont financées par les professionnels eux-mêmes, on montre qu'une face. Nous, on montre, avec nos moyens, la face cachée,
Les professionnels ont horreur qu'on mette l'éclairage sur ce qui n'est pas très avouable, que ce soit la formation des prix, que ce soit la composition de leurs produits, que ce soit tout ce qu'on voudra. Donc voilà, c'est la vocation qu'on a du coup, d'activer la concurrence. Parce que de mettre les projecteurs, normalement, il y a la réputation. Les marques payent, et même les distributeurs, payent beaucoup pour se faire une réputation. Regardez la publicité. Alors là, avec l'augmentation des prix, la publicité, elle est axée quasi exclusivement sur les prix. La cherté, c'est vraiment le message majeur. Et donc, nous, on est là pour dire, attention, c'est pas si pas cher que ça. Et on conclut souvent en disant, il n'y a pas que la grande distribution. Pour prendre l'exemple des fruits et légumes, nos enquêtes prix montrent que sur les marchés ou dans des magasins spécialisés, les prix sont moins chers. Bien sûr, mais vous êtes aussi confronté parfois à la propagande, aussi à la puissance de la grande distribution, qui par exemple, dans votre exemple du bio, qui est très intéressant, qui explique pourquoi bio est si cher en France, qui vous disent non, c'est pas vrai, nous on a la même marge, alors qu'en fait ils sont simplement en train de jouer sur la définition de la marge et du taux de marge. Parce que pour résumer ce que vous avez dit, c'est que le principe de la grande distribution, c'est j'achète un produit 100 et puis je le vends 120, 130. Les 20, 30, ça me permet de payer le magasin, les salaires, etc. Puis un petit bénéfice qui au final n'est pas très très grand quand même dans la grande distribution. Mais dans votre exemple du bio, effectivement, comme le produit de base, le poireau bio et le poireau pas bio, il coûte 2 fois plus cher. Si vous appliquez le même taux de marge, vous avez pris un taux de 100% en doublant, effectivement, vous avez doublé la marge en euros, alors qu'il n'y a pas de raison, comme on le voit dans ce petit exemple, d'avoir une marge pour le distributeur qui soit différente. Ça lui coûte le même prix que ce soit généralement un poireau bio ou pas bio quand il est dans le magasin. Et c'est vrai que s'il appliquait la même marge, donc en diminuant son taux de marge de façon à arriver au même résultat final, ça permettrait de baisser peut-être de 30%, quelque chose comme ça. Oui, c'est ça. Les prix des produits bio en France, oui. Alors que c'est quand même quelque chose qui est intéressant pour la santé, comme vous le disiez, qui actuellement, avec les problèmes d'inflation, le bio est en train de baisser fortement. Les gens n'ont plus les moyens d'acheter du bio, ce qui devient catastrophique pour la filière. Oui, mais ce qui n'est pas supportable pour nous, c'est que la grande distribution, elle essaye de se montrer vertueuse. Il y a eu toute une période de publicité sur le bio. J'ai les éléments de langage où ils disaient que c'est pas plus cher, que c'est de l'achat local, mais surtout le c'est pas plus cher, alors que rien n'est moins faux que ça. Et on est obligé de démystifier la force marketing de la grande distribution. Là, la grande période qu'on me fait souvent commenter, c'est les offres de paniers bloqués de 120 produits chez Auchan, chez Leclerc, avec pas mal de choses trappes. Si on prend Leclerc, alors il dit qu'il préserve le pouvoir d'achat parce que si le prix augmente, il va vous donner des bons d'achat. Alors que dans sa publicité, quand on va sur le site, il dit si le prix augmente, on vous rembourse. Bon. Il joue sur les mots parce que ce n'est pas un remboursement, c'est un bon d'achat. Donc ça veut dire qu'il organise la captivité. Parce que si vous voulez en bénéficier, il faut devenir captif. Et du coup, ce n'est pas pour les clients qui sont déjà là. C'est un outil de conquête. Parce que ceux qui sont déjà clients, de toute façon, ils reviennent. Bon. Donc, il n'y a pas besoin de cet outil de marketing. C'est dire à d'autres, venez chez moi, c'est bloqué, mais venez chez moi, mais après, je vais vous donner ces bons d'achat, ça suppose que vous soyez prisonnier. Donc, vous voyez, on instrumentalise chacun avec ses offres marketing qu'il faut savoir décrypter et ce n'est pas donné à tout consommateur d'être tout le temps à analyser et voir quel est le dessous des cartes, quoi. Bien sûr. Alors justement, sur Elucide, on a travaillé tout l'été sur ce sujet de la grande distribution, d'ailleurs avec des découvertes qui nous ont beaucoup étonnés, mais qu'on est en train de présenter dans une série d'articles sur le site. Non, je vais vous présenter 2 ou 3 graphiques très intéressants pour justement aider le consommateur à faire les bons choix. Alors, il y a eu une discussion pendant l'été sur finalement, est-ce qu'il n'y a pas des distributeurs qui se gavent un peu au passage au niveau de l'inflation. Et eh bien, c'est un débat qui a agité pendant plusieurs semaines à l'opinion publique. Il y a eu un rapport du Sénat, d'ailleurs, qui a été fait un peu en urgence, assez lunaire, puisque finalement, il dit non, il n'y a pas de problème généralisé. Mais enfin, on a vu des problèmes quand même. Alors oui, ça, on se doute, c'est qu'il y a des problèmes. Et ça apparaît en fait très nettement dans
dans ce graphique qui est très bien fait par l'IRI, qui est une entreprise qui justement s'occupe de regarder les prix dans la grande distribution. Et ça vous montre l'écart de prix entre les deux enseignes les plus chères et les deux enseignes les moins chères. Donc, ça permet de voir un peu l'écart de prix qui existe en France. Et on voit très bien qu'à partir de septembre 2021, qui est le début de l'inflation des prix alimentaires, eh bien cet écart est passé de 19 à 25%. Donc on voit déjà que vous avez à peu près 25% d'écart entre les distributeurs, les grands distributeurs les plus chers et les moins chers, ce qui est quand même beaucoup. Parce que beaucoup de gens croient qu'il n'y a que 3-4% d'écart, que ça ne vaut pas le coup d'aller à un autre supermarché pour économiser 10 centimes sur le paquet de saucisses. En fait, ce n'est pas ça du tout. Les écarts peuvent être très importants. On va le voir aussi. Mais ça, si je regarde juste cet aspect-là, on voit très bien que l'écart de prix a augmenté. Donc, autrement dit, il y a soit les plus chers, ils ont trop augmenté leur prix, soit les moins chers n'ont pas encore augmenté leur prix, mais dans tous les cas, autrement dit, c'est-à-dire qu'il y avait des marges possibles pour gratter à l'inflation, et donc que les prix auraient pu moins augmenter. C'est évident. S'ils étaient restés à 19% d'écart, ils seraient déjà 5% moins chers chez les plus chers. On voit qu'il y a quand même un vrai problème déjà dans la grande distribution. Et sur ce graphique suivant, d'ailleurs que vous connaissez, puisque à la base, c'est vous qui avez fait les données, parce que régulièrement, vous allez regarder le prix d'un panier de prix à la consommation. Et ici, c'était en septembre 2021 que vous avez fait votre étude, donc quelque part, on était avant le début de la forte inflation. Déjà, il y avait là aussi, sur votre exemple de produits de frais, d'épicerie, boissons, surgelés, hygiène, il y avait déjà 17% d'écart entre Édouard Leclerc, qui figure généralement parmi les moins chers, et Casino. Pourquoi il y a de tels écarts de prix, en tout cas aussi importants, entre grandes surfaces? Écoutez, il y a plusieurs facteurs. Bon, déjà, il peut y avoir les coûts peut-être de l'immobilier en fonction de l'endroit où se trouve la grande surface. Donc ça, c'est lié au coût, mais aussi la grande distribution, elle s'adapte à la clientèle. C'est-à-dire, si vous avez une clientèle qui est un peu plus aisée, c'est le problème de l'élasticité prix que les économistes connaissent bien. Si en augmentant mes prix, ça ne fait pas bouger la consommation, que les gens ils ont un consentement à payer, une capacité à payer, eh bien allons-y, il n'y a pas de raison. Et c'est donc souvent le cas des magasins les plus chers. Et puis une autre explication, c'est l'intensité concurrentielle. Nous, à un moment donné, on se disait qu'il y avait une forme, même si elle est implicite, une forme de Yalta du territoire. C'est-à-dire que la concurrence n'est pas si vive que ça. Et puis, il y a sans doute un autre facteur, c'est le fait que le consommateur n'a pas forcément conscience de la cherté de là où il va. Et c'est pour ça qu'on essaye le plus possible de rendre visibles ces écarts qui vont sans doute effectivement s'accroître. On a une enquête régulière qu'on publie sur notre site, que choisir en ligne, et on invite les consommateurs à chaque fois vérifier si quand même, là où j'ai l'habitude d'aller, alors que je pourrais aller à peine plus loin, il ne s'agit pas de parcourir des dizaines de kilomètres, au prix de l'essence maintenant, ce serait plus rentable. Mais de vérifier si par rapport à certaines habitudes, parce qu'il y a la force de l'habitude, on est habitué, on a les rayons comme ci, comme ça, c'est la force de l'inertie, changer. C'est vrai que consommer, on demande beaucoup aux consommateurs, il faut qu'ils comparent, il faut qu'ils soient sur ses gardes. Bon. Donc quand on a des habitudes qui vous donnent un confort, vous savez que vous allez trouver telle gamme de produits. Si vous êtes habitué aux marques de distributeurs, vous êtes habitué aux marques Auchan, aux marques Carrefour, à la marque Leclerc. Donc vous avez vos habitudes. Et ça, les professionnels savent qu'il y a une forme de passivité et de résistance au changement. Ils font tout pour vous rendre passif, captif. Bon. Donc voilà, c'est au consommateur aussi, s'il veut préserver son pouvoir d'achat, d'être vigilant, de regarder quand même régulièrement les différentiels de prix, et c'est lui qui a le pouvoir de marché. Il faut bien qu'il se rende compte quand même que, la puissance considérable qu'il a. Isolé, on n'est rien, je dis toujours, c'est pour ça que je suis rentré dans une association de consommateurs. Isolé, on n'est rien, tout un groupe de consommateurs, je veux dire, il est puissant. Un produit, il suffit qu'il ne s'achète plus, pour qu'il ne se vende plus, comme disait Coluche.
Et après, s'il ne se vend plus, il ne se fabrique plus. Et s'il ne se fabrique plus, peut-être qu'il y a de bonnes raisons. Il est de mauvaise qualité, il est trop cher à produire, il est produit dans des conditions épouvantables. Ça, c'est le pouvoir de marché. Donc, comme actuellement, c'est sur les prix que les consommateurs se focalisent. Mais justement, qu'est-ce que peuvent faire les gens concrètement, actuellement, pour essayer de faire face à cette hausse de prix? Si on veut être un acteur, il faut surveiller les prix, il faut diversifier les modes d'approvisionnement. Je disais tout à l'heure, il n'y a pas que la grande distribution dans la vie. Il y a d'autres modes de distribution que sont les magasins spécialisés, il y a des groupements de producteurs, il y a les AMAP, les ventes en direct. Alors, on ne peut pas tout faire tout le temps comme ça, mais il faut vraiment, comme on dit, ne pas mettre ses œufs dans le même panier. Et donc, le fait d'aller à la grande distribution et de savoir qu'on va vous faire venir pour quelques produits d'appel, et puis vous allez faire toutes vos courses, vous allez surconsommer, c'est tout bête, hein. Je ne dis pas de se priver. Je parle de la surconsommation, c'est-à-dire la tentation permanente, la mise en valeur de tout un tas de produits dont on pourrait se passer, de produits hyper transformés. Il y a sans doute des arbitrages à faire par rapport aux sirènes de la publicité, arriver à retrouver une capacité d'esprit critique sur ce dont j'ai vraiment besoin. Et puis être attentif aux différents modes de distribution. On voit à quel point ces choses-là sont importantes. Dans ce dernier graphique qui est issu de notre grande analyse, et j'incite vraiment les gens à aller voir dessus, ils vont être très, très surpris. C'est peut-être les conséquences que ça peut avoir. On a récupéré des données justement sur l'ensemble des enseignes, et cette fois qui ne touchent pas juste un petit panier, mais vraiment l'ensemble des produits, donc ça donne quelque chose de beaucoup plus large. Vous voyez le classement des enseignes en bleu en magasin, donc on voit que là encore, entre un Édouard Leclerc qui est à peu près à 90 de niveau de prix en magasin et un Casino à 120, les écarts sont très importants. Mais surtout, il y a aussi quelque chose de très intéressant, surtout au moment où, comme vous le signalez, il y a des problèmes d'essence pour aller au supermarché qui s'appelle, ce qu'on appelle le drive. Certes, normalement, vous allez chercher les courses, mais parfois, on compte là-dedans aussi les prix en livraison. Et vous apercevez que, par exemple, Casino est un des moins chers en drive. Donc, clairement, les gens qui vont au magasin Casino, ils payent beaucoup trop cher. Et quand ils payent beaucoup trop cher, ça veut dire que sur la plupart des produits, c'est chaque produit qui est payé 1 à 2 euros trop cher. On a donné plein d'exemples sur Lucide. Enfin, c'est très surprenant quand on voit ça. Et vous apercevez que le produit, il est justement 1 ou 2 euros moins cher ailleurs, toujours aujourd'hui, le même chez Leclerc, chez Système U, chez Intermarché. On voit déjà que le consommateur, ici, par exemple, il aurait vraiment intérêt à se faire livrer chez Casino plutôt qu'aller au magasin. C'est rien, mais c'est 20-30% moins cher sur la facture du magasin. Les exemples sont très éloquents. Petite précision ici on parle des enseignes. Et comme vous le signalez, les gens ne savent pas très bien, mais ce n'est pas le même prix dans chaque magasin, hein. Chaque casino, tous les prix dans tous les magasins Casino ne sont pas les mêmes. Donc, effectivement, suivant comment il est placé, s'il y a un concurrent à côté ou pas à côté, vous allez encore avoir des écarts qui sont beaucoup plus grands. C'est-à-dire que là, les écarts, ils sont encore beaucoup plus grands entre le moins cher des Leclerc et le plus cher des casinos, où nous, on a vu des hausses sur des produits de 30, 40, 50% qui sont faramineuses. Et dernier point, parce que vous avez un outil qui est assez intéressant, moi j'en parle, où vous avez analysé supermarché par supermarché le niveau de prix sur votre site. Donc, vous pouvez aller voir dans votre supermarché à vous, comment ça se situe. Oui, c'est pas que par grande enseigne. C'est vraiment chaque magasin près de chez soi. Mais il est intéressant de voir aussi que c'est quand même, ces données ne sont pas très faciles à trouver, on finit par les trouver, elles existent en tout cas, on voit qu'elles ne sont pas rendues très, très publiques. Non, c'est vrai. Et c'est intéressant aussi de rappeler à ce moment-là, parce qu'on revient à ce qu'on disait sur l'indépendance, que la grande distribution, c'est le premier annonceur publicitaire de France. C'est 3 milliards d'euros de budget publicitaire. C'est presque 20% des dépenses publicitaires en France, c'est la grande distribution qui le fait, sachant que le deuxième, il est quand même très très loin, peut-être à 8-9%. Donc il est au moins presque le double du deuxième. Donc on voit que c'est un poids très important. Donc effectivement, beaucoup de médias n'ont pas très envie d'aller déranger la grande distribution. Bon, on peut les comprendre, hein, c'est aussi comme ça que marche le business, mais on voit aussi l'importance de s'informer de façon indépendante. Oui, mais vous savez, il y a une chose que je n'ai pas dite. Bon, il y a le différentiel, comparé, etc. Mais je voudrais quand même dire là que par rapport au niveau de prix, l'État a joué un rôle néfaste considérable dans la formation des prix. Parce que tout à l'heure, vous m'avez questionné sur la formation des prix. Il faut parler de la loi Egalim, en effet. Et j'ai oublié de dire qu'il y a un acteur qui joue un rôle là-dedans, c'est l'État, qui a imposé des marges à la grande distribution. Donc c'est parfaitement hallucinant. Moi, je qualifie cette loi
de scélérate et d'imbécile. Elle est scélérate parce qu'elle organise une augmentation généralisée des prix. L'exemple est simple. Quand moi j'achète 100, je ne peux pas vendre 100. Alors, on sait qu'on n'a pas le droit de vendre à perte. Bon, ça serait un peu loin. C'est une loi des années 50, justement, voilà, qui avait été. Parce que sinon, ça fait des prix lutter. prédateurs, parce que du coup, vous cassez le marché, vous tuez les autres, et après, vous êtes en monopole. Bon. Donc ça, nous, on est pour l'interdiction de la vente à perte. C'est déjà le cas. Enfin, voilà. Bon. Mais sauf qu'avant, quand vous achetiez 100, vous pouviez revendre 100. Prix coûtant, pas de marge. L'État, c'est la loi Egalim 1. Qui a été votée quand? Alors, il y a maintenant 2 ans et demi. D'accord, c'est bien la législature précédente, en fait. Oui, oui. L'État a imposé 10% de marge. Donc, si j'achète 100, je suis obligé de revendre au minimum 110. Or, il faut savoir que sur les grandes marques, la grande distribution fait très peu de marge. Tout simplement parce que s'il y a bien un poste sur lequel elles sont très observées, et c'est facile de comparer, parce qu'un yaourt Danone, c'est facile de comparer le prix du yaourt Danone partout en France. Et donc tout de suite, ça se voit comme le nez au milieu de la figure. Dès qu'il y en a un qui marge trop et les prix trop élevés, ça se voit tout de suite, la sanction elle est immédiate. Donc sur les grandes marques qui s'imposent à la grande distribution ne pourrait pas avoir aucun Danone, aucun Coca dans son rayon. C'est pas pensable. Donc ils marchent très peu. Et puis l'autre segment, c'est les premiers prix. Sur les premiers prix, pour être premier prix, vraiment, les marges sont serrées un maximum. Donc, l'effet de la loi Egalim, c'est d'avoir... Et donc, acheter 100, c'était revendu 100, 101, 102, presque pas de marge. Donc, du coup, tous ces produits-là, que ce soit les produits premier prix ou les produits de grande marque, mécaniquement, tous ces produits ont subi une inflation de pratiquement 10%. La grande distribution était obligée de prendre la marge. Histoire que j'ai bien compris, ça veut dire qu'avant, la grande distribution, elle achetait un pot de Nutella 100, elle le vendait 103. Et quand la loi est venue lui dire, non, vous n'avez pas le droit de le vendre 103, il faut le vendre 110 obligatoirement. Exactement. Mais pourquoi ils ont fait ça? C'est dingue. Alors oui, c'est dingue. Alors, et c'est là que je dis que c'est une loi imbécile. Alors, elle est scélérate parce que les consommateurs se sont pris là des augmentations et qui continuent, hein, ça continue de durer, ça dure, hein, c'est dans le temps. Pourquoi est-elle imbécile? Parce que, alors là, c'est un marché de dupes. L'enjeu, c'était la rémunération des agriculteurs. On a dit, il faut que le consommateur paye plus, parce que comme ça rémunérera mieux l'agriculteur. Mais on n'a rien organisé, évidemment, on ne pouvait pas, entre le moment où je paye plus cher mon pot de Nutella, et puis comment ça ruisselle dans le porte-monnaie des agriculteurs. Ça n'a jamais ruisselé. Parce qu'on partait du principe, avec beaucoup de si, hein, vous savez, avec si on met Paris en bouteille, comme on dit, si le consommateur paye plus cher le produit Nutella, du coup, la grande distribution, elle sera un petit peu plus sympa avec l'industriel, parce que vous savez que les négociations commerciales, c'est féroce. Bon. Donc, elle va donner un peu plus à Nutella. Et donc, Nutella, puisqu'il peut vendre un peu plus cher à la grande distribution, ben, il sera un peu plus sympa avec les producteurs de matières premières. Bon. Sachant que beaucoup de produits, du café, du Nutella, du Coca, trouvez-moi la matière première agricole française. Il y a eu des bilans de faits, tout le monde l'a dit, la Cour des comptes, etc. Il n'y a eu aucun ruissellement. Et il y a un drôle de paradoxe, c'est que, alors il y a eu un accord entre grande distribution, industrielle et les agriculteurs, en particulier la FNSEA. Je me rappelle qu'avant que la loi soit votée, Christiane Lambert était venue me voir, et elle disait, voilà, il y aurait ce projet d'augmentation, qu'est-ce que vous en pensez? Donc j'ai dit tout le mal que, bon, ça n'a rien changé. Il y avait cet accord entre les trois qui se mettent d'accord pour faire payer le consommateur, soi-disant pour l'agriculteur. Et donc, rien n'est arrivé chez les agriculteurs. Les syndicats le disent eux-mêmes. Hein. J'ai déjà entendu la FNSEA dire, on n'a rien vu venir. Et alors le paradoxe, c'est qu'ils sont vent debout contre l'abrogation de cette loi. Avec un lobby qui est considérable, j'ai rencontré Bruno Le Maire, qui m'a dit, en présence de témoins, effectivement, la loi n'a pas eu l'effet escompté pour les agriculteurs. En revanche, il y a bien une augmentation des prix. Et vu le contexte inflationniste, il faut abroger cette loi. Et il m'a dit, on ne va pas pouvoir le faire à cause de la pression de la FNSEA.
j'avais envie de lui dire, Monsieur le ministre, qui est-ce qui gouverne la FNSEA ou est-ce que c'est Bercy? Et après, il l'a dit publiquement, et effectivement, dans la foulée, Christiane Lambert a demandé un rendez-vous, et puis elle a obtenu un rétropédalage. Et donc, on a cette loi qui n'a pas l'effet escompté, qui fait payer aux consommateurs plus cher et qui garantit des marges à la grande distribution. Le dessous de l'affaire, c'est que c'est sans doute qu'il fallait sauver peut-être quelques grandes surfaces un peu en difficulté. Et donc, pour sauver quelques acteurs, on a préféré organiser une hausse généralisée des prix, soi-disant pour le bien commun des agriculteurs, alors que c'est complètement pipeau. Oui, parce qu'on a juste dit, tiens, on va faire payer plus cher le consommateur, ça va donner plus de bénéfices à la grande surface, et ça s'arrêtait là, la loi, on est bien d'accord? La loi, après, c'était de la cantation. On espère que ce serait bien, etc. C'est bizarre, le ruissellement, ça ne marche jamais, en fait, hein, que ce soit au niveau des impôts, au niveau de la grande distrib. Que voulez-vous? Non, bien sûr. Et ça, c'était un pari perdu d'avance. Et donc, en plus, si ça avait marché, si ça avait augmenté les prix des producteurs, il fallait qu'ils augmentent encore plus le prix de vente avec les 10%. Ils auraient tapé les 10% sur leur prix en plus. Hein, c'est drôle, ça. Oui. Après, il y aurait eu un effet un peu boule de neige. Nous, on est pour la rémunération des agriculteurs, la juste rémunération. On a soutenu l'idée qu'il fallait qu'il y ait des références de coûts pour produire ceci, des tomates, des carottes, tout ce qu'on voudra, par secteur, par segment, qui est un référentiel de coûts. Et que ce soit interdit par la loi à la grande distribution d'acheter moins cher que ce référentiel de coûts. Ce qui paraît très logique, en fait, finalement. Oui. Ça, on est favorable à ça. Et comme je vous le disais tout à l'heure, par exemple, un producteur bio pour qui ça coûte plus cher à produire, nous, on n'est pas pour le prix bas à tout prix. On défend un réalisme économique. Un réalisme économique qui va d'ailleurs jusqu'à demander la vérité des coûts. Parce que, vous savez, quand on dit qu'il y a une différence de prix entre du bio et du conventionnel, le combat n'est pas égal. Parce que le conventionnel ne paie pas tous les coûts. L'externalité négative, c'est-à-dire utiliser beaucoup d'eau qui n'est pas payée, polluer les sols, et donc c'est le consommateur qui, dans les redevances, va payer le financement de la dépollution. Tous ces coûts-là, ils ne sont pas dans le prix, ils devraient l'être. Ils devraient l'être. Vous défendez le principe de pollueur-payeur, d'ailleurs, justement. C'est le principe pollueur-payeur. Bon. Mais c'est le principe de la vérité des coûts. On externalise, on internalise les coûts de dégradation de l'environnement, etc. Et à ce moment-là, on verrait que le match conventionnel et bio, il ne serait pas tant en défaveur que ça du bio, parce que le différentiel de prix serait beaucoup plus limité. Pour finir sur la loi Egalim, le Sénat donne d'ailleurs un exemple qui est assez étonnant, d'une barquette de fraises qui était à 1,99 € en grande surface, où la loi Egalim donc, imposerait de le vendre 2,20 €. Puis la grande surface a dit moi je ne peux pas le vendre 2,20 €, c'est un produit d'appel, il ne se vendra pas, donc j'en veux pas. Ou alors vous baissez le prix. Et finalement, le producteur a dû vendre sa barquette, alors qu'avant il la vendait à 1,99 € sans marge par la grande distribution, il a dû la vendre 10% moins cher. De façon à ce que la grande surface, quand elle applique les 10% Egalim, ça reste à 1,99 €. Autrement dit, la loi a fait exactement le contraire de son but, c'est-à-dire qu'elle a privé de revenus le producteur. Voilà, c'est une loi qui est assez... C'est un très bel exemple. Comme l'interdiction des promotions. Tandis qu'il arrive à un moment donné, imaginez, vous avez une surproduction de fraises. Il n'y a pas de mystère. Si vous voulez que les gens ils mangent des fraises, il va falloir baisser les prix. Donc, on casse les prix et les gens vont se mettre à manger beaucoup de fraises. Je ne vais pas me mettre à manger beaucoup de fraises juste pour écouler des stocks parce que, vu la saison, d'un seul coup, il y a une offre qui est trop abondante. Donc, cette souplesse... Parce que la loi Egalim, elle limite aussi la possibilité de faire des promotions. Voilà, il y a toute la partie des promotions qui est... Si on ne voit plus un acheté pour un offert, c'est que c'est interdit maintenant, en fait. Exactement. Dans la loi. Et donc, ça a un effet contre-productif, pervers. Il faut dire que ce genre de loi, ça n'existe nulle part ailleurs en Europe et dans le monde. C'est vraiment... Et puis, j'arrive pas, quand je rencontre des députés, des parlementaires, qui votent comme un seul homme. On leur dit, ça va se passer comme ça. On leur dit, mais vous avez compris comment ça peut ruisseler? Non, ils n'en savent rien, mais ils votent. C'est assez dramatique, que quels que soient nos efforts de pédagogie auprès des parlementaires, les choses sont tellement verrouillées sur le plan institutionnel. C'est un vrai sujet, ça. Les choses sont verrouillées. Ce n'est pas nouveau. Sous la Ve République, on sait que c'est l'exécutif qui fait les lois. Mais là, c'est devenu encore pire. Je vous assure que, ayant la pratique du lobby parlementaire que l'on fait et qu'on assume, la loi, par exemple, pouvoir d'achat,
elle était verrouillée de chez verrouillée. Il y a plein d'amendements que des parlementaires on avait proposés sur le pouvoir d'achat qui ont été retoqués sous l'angle de l'irrecevabilité. Maintenant, aujourd'hui, faire des lois, c'est devenu un exercice tout à fait surréaliste de package verrouillé. Et encore, on devrait se féliciter parce que je crois qu'il y a 2 amendements dont est à l'origine. C'est pratiquement les 2 seuls amendements qui sont passés par rapport au projet de loi initial. Donc voilà, et on a un processus législatif, mais ça vaut pour ce domaine comme pour le sujet autre que la consommation, mais dans plein de sujets, la consommation, elle est là. Hein. Les loyers, les assurances, les banques, il n'y a pas que l'alimentation et la grande distribution. Vous êtes souvent confronté au lobby, justement, des industriels? Ah ben, on est confronté en permanence. Confronté en permanence, et c'est vrai que c'est un lobby qui est puissant. Ça se passe comment, concrètement? Ça se passe que soit il y a souvent du chantage à l'emploi. Quand nous, on veut un marché sain, sans abus, vendre des produits sains, quand on ne veut pas qu'il y ait de pesticides dans tel endroit, quand on ne veut pas qu'il y ait du bisphénol, qu'il y ait des perturbateurs endocriniens dans les cosmétiques, bon, on est pour une production qui soit saine et durable. Donc si on dit qu'il faudrait interdire ceci, interdire cela, ou réguler, on nous dit tout de suite destruction d'emplois. Comme si la production durable, etc., était antinomique de la croissance économique. Donc ça c'est le levier majeur. C'est « oh là là, vous allez casser le business ». Donc on préfère qu'il y ait des enjeux de santé, puisque c'est payé par tout le monde, mais on continue un business qui n'est pas sain. Donc ça c'est souvent l'angle, l'emploi. Après, il y a aussi les contre-études, l'expertise que fournissent les professionnels, qui sont des expertises évidemment payées par eux-mêmes. On a vu ce cas édifiant des Uber Files cet été, où on a vu, je crois que c'est Augustin Landier qui était payé 100 000 € pour expliquer que non, Uber, c'était vachement bien payé par Uber. Donc effectivement, ça marche assez bien. Mais on a plein, l'industrie chimique, elle sait faire ça. Introduire le doute scientifique aussi, ça c'est classique. Et du coup, au lieu de faire jouer un principe de précaution, devant le doute, on ne fait rien parce qu'on ne va pas casser un business. J'ai plein d'exemples comme ça. Il y a quelques années, on a rendu obligatoire toute la réforme, la révision, la rénovation des ascenseurs. Un marché considérable hein, dans tous les immeubles. Sur la base d'une étude produite par les ascensoristes sur le taux d'accident. Sauf que, ça a été découvert un peu plus tard, le taux d'accident, en fait, ce n'était pas l'accident des usagers, de ceux qui prennent l'ascenseur, c'était des taux d'accident de ceux qui réparaient. Donc des ouvriers qui venaient réparer. Et donc, qui n'avaient peut-être pas les mesures de sécurité, des casques, je ne sais pas quoi. Et donc, on a complètement tronqué la réalité, et du coup, on a créé un marché complètement fictif, l'obligation de réparer. Et à l'époque, nous, on avait identifié, évidemment, des augmentations de prix considérables, parce que les copropriétés étaient face à un calendrier. Attention, vous allez être en pénalité si vous ne rénovez pas les ascenseurs. Et donc, vous voyez, sur la base d'un lobby, d'une expertise tronquée, pas de contre-expertise, pas de pouvoir consumériste à l'époque sur ce sujet-là, hop, on prend une décision. Alors, soit on prend une décision, soit on n'en prend pas, on gèle la situation. J'ai vu l'interview du professeur Exberg, avec qui on travaille beaucoup sur le Nutri-Score. Alors là, c'est la caricature. Des blocages avec des arguments qui sont complètement fallacieux pour éviter le Nutri-Score. Moi, j'ai entendu des arguments. Et ce que je ne comprends pas, c'est que les parlementaires ou même les membres des cabinets ministériels soient sensibles à des arguments qui sont fallacieux, parfois repris par des ministres. Sur le Nutri-Score, il y avait l'exemple, vous vous rendez compte que l'huile d'olive, elle va avoir le même score que du Coca-Cola. Pas le Coca sans sucre, mais le Coca traditionnel. Oui, et c'est quoi la démonstration? Parce qu'au moment d'acheter, mon choix va se faire, je fais quoi? J'achète de l'huile ou du Coca? Et je consomme de l'huile comme je consomme du Coca? Non, mais je veux dire, il y a un sophisme. Et j'ai entendu ça dans la bouche d'un ministre qui relayait ça. Oui, mais ça, le professeur Ekberg, il y a 2 mois, effectivement, qu'on a reçu, nous raconter ça. Il est savant. En tout cas, je renvoie sur cette interview qui est vraiment extraordinaire sur le poids des lobbies. Mais vous parlez de ces lobbies puissants, mais s'ils sont puissants, c'est aussi parce que le pouvoir politique, il est faible.
Comment vous expliquez que le pouvoir politique il soit aussi faible, aussi soumis finalement à ses intérêts économiques? Parce que on a parlé du pouvoir d'achat, il vient d'avoir une loi pouvoir d'achat bon, qui donne pas grand-chose. Vous avez dit que vous n'avez pas été consulté par le gouvernement sur la loi pouvoir d'achat, en fait? Oui, alors ça c'est C'est une quand même grande, stupéfiant, quoi. oui. C'est une grande interrogation. Alors, on a peut-être notre responsabilité, je ne sais pas. Mais la consommation, elle est au cœur de l'économie et au cœur de la société. Le premier moteur de la croissance en France, c'est la consommation. Tous les enjeux environnementaux passent la plupart du temps par la consommation, en fonction des choix de consommation. Est-ce que je me déplace? Quel type de logement? Quel type de nourriture? Je mange de la viande, je mange pas beaucoup de viande. Est-ce que je surchauffe? Est-ce que je rénove ma maison ou pas? Tous les choix fondamentaux dans la vie, qui sont des choix de consommation, ont un impact considérable à la fois sur la transition écologique, sur l'économie. Bon, on est au cœur de la société. Et le paradoxe, c'est que ce rôle d'acteur du consommateur et ses représentants, notamment l'UFC, mais on n'est pas les seuls, même si on est les premiers, quand il y a des sujets qui touchent la consommation, avec des enjeux politiques de société, effectivement, on est complètement ignoré. Quand on parle du pouvoir d'achat, on se focalise la plupart du temps exclusivement sur les revenus. Donc on discute sur est-ce qu'il faut revaloriser le SMIC. Alors là, on en parle, hein, et c'est un vrai sujet porté par les syndicats, c'est leur job, sur les pensions, sur les minima sociaux, bon, etc. etc. Bon. Mais, enfin, tout le monde sait que le pouvoir d'achat, c'est pas que ce que je gagne. C'est avec ce que je gagne, qu'est-ce que j'achète et à quel prix. Et là, on est sur la formation des prix, sur des marges excessives, sur des secteurs qui ne sont pas concurrentiels, et il y en a plein. Alors, il y a le sujet très prégnant actuellement de l'énergie, on pourra peut-être en parler, d'énergie. Il y a les banques. Les banques, attendez, les frais d'incidents bancaires, alors en plus qui explosent avec les difficultés des gens, c'est des milliards d'euros qui ne sont pas régulés. Vous ne faites pas jouer la concurrence hein, quand vous êtes soumis à des frais de pénalité bancaire. Bon, et il y a plein de secteurs comme ça. Eh bien, sur tous ces sujets-là, on a une expertise à l'UFC Que Choisir, peut-être d'autres, mais je parle de mon organisation, on a une expertise. Et on n'est pas consulté. On n'est pas consulté. Je trouve ça complètement étonnant. Je vais vous dire, quand je vois même les émissions à caractère politique, quand il y a des grands débats, prenez, moi, je sais pas, la matinale, par exemple, de France Inter, que j'aime beaucoup, j'écoute beaucoup. Je suis extrêmement surpris d'un fait. C'est que quand on parle du pouvoir d'achat, de ce sujet-là, qui est un sujet politique, hein, alors on a déjà fait venir la FNSEA, on fait venir les syndicats de salariés, c'est normal, on fait venir le MEDEF, on fait venir tout un tas d'acteurs, et l'acteur principal qui représente, je veux dire, dans le marché, il y a l'offre et la demande. Nous, on représente, c'est que je veux dire, la demande. On a des analyses, des positions sur la TVA, on a vu les marges, la loi Egalim, enfin bon, je veux dire. Et alors, personne ne daigne écouter. Alors, vous allez dire que vous n'êtes pas le bureau des plaintes, mais c'est une observation que je fais, que la consommation n'a pas accédé au rang d'enjeu politique. Le meilleur exemple, c'est qu'il n'y a pas de ministre de la consommation. C'est quand même hallucinant. Hallucinant. Ça concerne tous les gens. L'enjeu, il est majeur. Et il n'y a pas de représentant au gouvernement pour porter l'enjeu consumériste qui est au carrefour de tous les enjeux de société actuels. La consommation d'eau, les déchets, consommation d'énergie. Enfin bon... Mais justement, vous qui avez dédié votre vie finalement à essayer de lutter contre ces injustices, essayer d'améliorer le pouvoir d'achat des consommateurs,
Comment vous vivez le fait de voir un pouvoir politique qui finalement est aussi fort avec les faibles, aussi faible avec les forts, qui pour le consommateur va pas hésiter justement à faire des lois Egalim stupides, qui ne va augmenter, qui va pas écouter les besoins de ne pas augmenter les loyers. Là, ils viennent de voter une hausse des loyers de 3,5, ce qui est quand même très important pour le pouvoir d'achat des Français, et qui, à contrario, effectivement, va se contenter d'appeler Total à avoir la gentillesse de baisser ses prix. En tout cas, ne va jamais agir en fait comme il devrait le faire, comme l'aurait fait sans doute l'État dans les années 60, 70. Comment vous voyez ce dépérissement de l'État? Moi, je crois au rapport de force. Et il faut croire qu'on n'a pas su créer suffisamment de rapports de force. En particulier, quand j'ai rapport de force, c'est de mobilisation. Comme je disais tout à l'heure, le consommateur, il peut être très puissant. Et si on savait davantage mobiliser, aujourd'hui mobiliser le consommateur en général, ça n'a plus de sens. On ne vient pas militer, comme moi j'ai pu le faire dans les années 70, pour la consommation, le consommateur. Aujourd'hui, ça n'est pas mobilisateur. En revanche, on va se mobiliser sur, je sais pas, sur les cantines, l'offre alimentaire dans les cantines. On va se mobiliser sur le modèle économique des jeux en ligne, les gamers qui se font ponctionner de l'argent sans qu'ils s'en rendent compte. C'est sectoriel. Et il faut croire qu'on n'a pas suffisamment été en mesure de mobiliser catégorie par catégorie des consommateurs qui sont victimes à un moment donné d'une pratique, d'un secteur. Parce qu'à ce moment-là, on est quand même dans une démocratie d'opinion. Et si on avait un poids qui va jusqu'au poids électoral, hein, c'est-à-dire avoir un suivi plus précis des candidats, en leur disant « mais vous avez voté cette loi Egalim, est-ce que vous pouvez vous en justifier ?» Vous voyez, une pression du consommateur qui est en même temps électeur sur des choix qui ont été faits par ceux qui sont en responsabilité politique et leur demander des comptes et mettre la pression sur eux. Et ça, je pense qu'on l'a fait de façon insuffisante. Je ne dis pas qu'on n'a rien fait, parce qu'on a quand même un certain nombre de succès dans notre histoire. On a réussi, par notre sérieux, notre expertise, à convaincre un certain nombre de décideurs, hein, en fonction des périodes. J'en ai vu passer des ministres et des premiers ministres. Aujourd'hui, on n'a plus... on a vu le président de la République, c'est lui qui gouverne les 5 dernières années. J'avais jamais connu une période en 5 ans où on n'a aucune loi consumériste. On en avait toujours eu, historiquement. Il y a toujours une grande loi de réflexion sur la consommation, l'équilibre des choses, les droits des consommateurs. On ne demande pas un certain nombre de droits en fonction de l'évolution de la société. Des droits qui sont toujours les mêmes choses. Hein. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est être informé loyalement, ne pas être captif, voilà. Il fallait aller au MEDEF ou à l'ANIA, vous aurez eu la loi Egalim pour vous satisfaire. Un exemple assez éloquent finalement des dysfonctionnements qu'on subit, c'est ce qui concerne l'énergie, et en particulier l'électricité, dont on est en train de subir le début des conséquences assez dantesques. On commence à parler l'année prochaine d'une augmentation des factures d'électricité de 40% minimum. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment on en est arrivé là, finalement? Comment est fixé ce fameux prix de l'électricité et qu'est-ce qui ne va pas? Et finalement, qu'est-ce que vous demandez pour que justement le consommateur ne subisse pas des hausses aussi fortes? Ce qui ne va pas, c'est que les Français, les consommateurs en France, on va dire, ce n'est pas une affaire de nationalité, c'est le lieu de consommation, les consommateurs ne bénéficient pas complètement de la compétitivité du parc électronucléaire français. Il faut quand même rappeler l'histoire, c'est que les Français ont financé le parc nucléaire, ont accepté de prendre le risque d'avoir ces centrales sur le sol. Et donc la logique, c'est qu'ils en tirent les bénéfices. Les bénéfices, c'est d'accéder au prix de l'électricité tel qu'il résulte des coûts liés à la production par les centrales. Or, il y a une partie trop importante de l'électricité
produit par EDF, qui est vendu à l'étranger à des prix très importants, puisque le marché flambe sur le plan international. Donc, quand un acteur qui peut produire, on va dire, pour faire simple, pas bien cher de l'électricité avec le nucléaire, arrive à l'échelon international et qu'il le vend sur le marché de gros, il est dans le cadre des prix de marché, et donc il le vend très cher. Et donc, évidemment, il se fait des bénéfices. Surtout que, comme vous le rappeliez tout à l'heure, il y a une énorme spéculation financière Oui. sur Tout à fait. ces secteurs-là, qui est aussi alimentée par les créations monétaires colossales qui se font Voilà. de chaque côté de l'Atlantique. Exactement. Parce qu'on n'en parle pas trop, mais Oui, mais vous avez raison. tout le monde vous dit que le prix de l'électricité, tiens, ça augmente par 10, par 100, par 50. Mais pourquoi c'est fois 30 et c'est pas fois 20 ou fois 40? Oui, c'est c'est aussi de la spéculation qui est derrière. Bien sûr. Je ferme la parenthèse, Voilà. mais qu'on rappelle. Voilà, ça c'est le contexte de formation des prix sur le plan... Bon. Mais il n'empêche que, moi, ce que je vois, c'est que plutôt que de vendre aux Français à un tarif régulé, mais un tarif régulé, ça ne veut pas dire, parce que j'ai entendu ça plusieurs fois, ouais, on oblige EDF à vendre à perte. Il n'est pas question que EDF vende à perte. Ce qu'il faut, c'est qu'on regarde quels sont ses coûts de production. Et en fonction des coûts de production, plus une marge, fixer un prix qui est le tarif régulé. Bon. Et donc, il n'y a pas assez d'électricité comme ça disponible pour les Français. Parce qu'on a limité la quantité à 100 TWh. On a bataillé pour obtenir une augmentation que la loi permet, permettait, elle ne permet plus. On demandait à ce que ce soit augmenté à 150 TWh. L'énergie vendue par EDF aux Français. C'est monté de 100 à 120. La loi, finalement, a augmenté à 120. On a vu immédiatement que ça a dégonflé les prix. Ça a dégonflé les prix en France. Et nous, on demandait à ce qu'on monte de 120 à 150. On a donc un vrai scandale de choix. On préfère alimenter des marges très importantes à EDF plutôt que d'éviter l'envolée des prix pour l'ensemble de la population. Mais il y a aussi, excusez-moi, le sujet des pseudo-concurrents d'EDF qui achètent de l'électricité à EDF pas cher et qui, actuellement, on a vu ça cet été, essayent de dégager un certain nombre de leurs clients pour revendre cette électricité sur le marché international beaucoup plus cher. Enfin, on a aussi cette concurrence assez un peu bidon qui a été faite, puisque on a des concurrents qui ne produisent pas d'électricité. On se dit, à quoi sert le concurrent puisqu'il ne produit pas d'électricité? Non, mais ça, vous avez raison. Ça, on ne soutient pas ce système qui est complètement iconoclaste. Enfin, je veux dire, mais ça, on a libéralisé le marché de l'électricité sans régler le problème de la production. Puisque en France, on a un monopole d'EDF. Donc, il est clair que on ne peut pas libéraliser et d'un seul coup dire à EDF, c'est libéralisé, tu fais ce que tu veux en termes de prix. Comme il est en situation de monopole, les prix auraient explosé. Bon. Donc, il y a deux systèmes voulus par l'Europe qui se sont mis en place et que nous, on soutient. Le premier, on le soutient pour préserver les consommateurs, c'est le fameux tarif régulé. Comme il est en situation de monopole, le prix ne peut pas être fixé par le marché. Ce n'est pas possible. Donc, c'est ce que je vous ai dit, on regarde les coûts, comment on calcule les coûts. Là, il y a tout un problème de savoir qu'est-ce qu'on met dans les coûts. Et après, on fixe un tarif. Vous vendez ça aux consommateurs qui veulent de votre électricité. Ça, c'est le tarif régulé. Et en parallèle, Bruxelles veut que la concurrence se développe. Sauf que, comme on n'a pas réglé le problème de la production, la concurrence se développe uniquement par des vendeurs qui sont enfin, plutôt parasitaires. Parce que, comme vous l'avez dit, ils font quoi? Ils achètent pour revendre. Quelle est la plus-value, la valeur ajoutée? Ils n'investissent pas dans des capacités de production. Il y en a quelques-uns qui investissent dans des énergies renouvelables, etc. Donc là, du coup, ils deviennent producteurs, industriels. Ça, c'est tout à fait respectable. Mais il y a tous ceux qui viennent juste là, ils achètent et ils revendent. Alors, et c'est là que, évidemment, on a beau jeu de dire, ah bah oui, on ne va pas augmenter la capacité de vente de cette énergie pas chère
je ne dis pas à perte, hein, de cette énergie pas chère, obliger EDF à vendre plus à ses concurrents, parce que le système est complètement dément. On oblige EDF à vendre à un coût raisonnable à des concurrents pour que les concurrents concurrencent EDF. Donc c'est un système mais complètement fou. Bon. Mais n'empêche qu'à l'heure actuelle, c'est ce système-là, et il aboutit à ce que, plutôt que d'avoir en France un tarif de l'électricité qui est d'abord basé sur le coût de production du nucléaire, de plus en plus, le coût de l'électricité en France, il ne dépend plus du nucléaire qu'on a, mais des cours internationaux. Tout ça parce qu'on a raréfié la possibilité de vendre du nucléaire en France. Ça, pour nous, c'est un vrai scandale. Encore une fois, c'est un choix. On nous dit, oui, mais EDF, il ne peut plus vendre davantage en France. Il peut vendre que s'il rachète à l'étranger pour vendre parce qu'il n'a plus de capacité de production. Évidemment, parce que ça s'anticipe. Mais il a déjà vendu ses futures capacités de production, en fait. Il a déjà vendu. Donc c'est un problème d'anticipation. Nous, ça fait plusieurs années qu'on dit qu'il faut augmenter les capacités de vente. Parce que c'est insupportable que les Français n'en bénéficient pas. Donc aujourd'hui, la politique gouvernementale, qui date depuis un certain temps, c'est d'empêcher les Français de bénéficier d'un tarif de l'électricité qui serait parfaitement maîtrisé. Et quand Bruno Le Maire il dit « oui, on n'y peut rien, c'est le cours du gaz, etc., qui influence le prix de l'électricité », j'ai jamais eu l'occasion de pouvoir lui dire en direct que c'est faux. Si on le voulait, on ne dépendrait pas autant des cours internationaux, on dépendrait que de nos coûts de production en France. Et c'est plus la même. Oui, donc ce qu'il faut quand même aussi préciser comme la cerise sur le gâteau, c'est qu'on a réussi dans ce système kafkaïen à indexer le prix de l'électricité dans le cadre du marché unique européen sur le prix du gaz quand même. Oui. Donc, autrement dit, l'électricité dépend du prix du gaz. Exactement. C'était pas une bonne idée quand même. Ben, exactement. Et il faut sortir de cette dépendance et n'avoir comme dépendance que les coûts du nucléaire au maximum. Et on n'est pas au maximum à l'heure actuelle. Quelle réforme justement vous proposez c'est de sortir de ce système en fait? Oui, mais alors là, du coup, c'est sur le plan européen. Il faut voir comment on permet de renouer avec la spécificité française qui est liée à notre parc électronucléaire. Après, l'avenir, c'est quel est le mix. Là, nous, on n'a pas de position particulière sur la place du nucléaire. Il y a quand même un autre facteur sur lequel je voudrais revenir, sur les prix que je n'ai encore pas dit, c'est la TVA. Le premier bénéficiaire de l'augmentation des prix de l'électricité, c'est l'État. C'est l'État, parce que si un produit hors taxe vaut 100, vous appliquez 20% de TVA, ça vous fait 120. Si le prix double de 100, le TVA il est à 40. Donc de 20, vous récupérez 40. Bon. Et là, il y a un vrai sujet. Il y a un vrai sujet d'acceptabilité. Il n'y a pas de débat en France, c'est tabou, sur la fiscalité. Et là, en l'occurrence, sur la fiscalité sur la consommation. Le Conseil d'État a dit que l'électricité était un bien de première nécessité. Comment peut-on admettre qu'un bien de première nécessité, on vient le grever de 20% de taxes avec la TVA? À ça s'ajoute que l'État prend une TVA sur les taxes. Alors ça, c'est pareil, c'est complètement hors norme. La TVA, ça veut dire taxe sur la valeur ajoutée. Hein. C'est-à-dire que d'une étape à une autre, la valeur ajoutée, on la taxe. Bon. Là, l'État, sur les énergies, met des taxes, et sur la taxe, il remet de la TVA. Bon. Alors ça, évidemment que le consommateur, du coup, il est complètement vache à lait. D'ailleurs, c'est ce qu'avait dit, avant de devenir membre du gouvernement, M. Carinco, le président de la CRE. Il avait dit lui-même, le président de la CRE, ce n'est pas le président de l'UFC Que Choisir. Il avait dit, avec la TVA, le consommateur est la vache à lait en matière d'énergie. La TVA et la TVA sur les taxes. Ça doit être 4 milliards, près de 5 milliards d'euros. Rien que la TVA sur les taxes. Je ne parle même pas de la TVA à 20%. C'est la même problématique finalement que Total. C'est vrai qu'on parle beaucoup des super profits de Total, mais on n'a pas parlé des super profits de TVA de l'État cette année, qui va toucher plus d'argent sur l'énergie qu'en 2018 ou 2019, alors que justement les Français ont du mal. Oui, mais on n'a pas une attitude, attention, hein, populiste ou boulangiste.
anti-État. Il faut que l'État il ait des ressources. On est suffisamment demandeurs d'hôpitaux, enfin, de services publics qui fonctionnent, de justice qui est en pleine déliquescence. On ne peut pas à la fois revendiquer ça et puis que l'État soit privé de revenus. La question, c'est la justice de la fiscalité. Et donc, encore une fois, quand l'État dit je distribue beaucoup, à un moment donné, il faut aussi savoir, en parallèle, qu'est-ce qui rentre. Et donc là, puisqu'il y a une inflation, il y aura une inflation de rentrée de TVA. Et donc, il faudra voir, et la TVA, elle est injuste. Donc, financer les mesures de distribution de façon plus ou moins, d'ailleurs, heureuse, hein, sur la façon dont c'est fait, avec des financeurs qui sont les consommateurs, avec les effets d'inégalité flagrante de la TVA, tout le monde le sait, c'est ça qu'on conteste. Il arrive un moment donné, il faut avoir un débat sur la légitimité, l'acceptabilité de ce type d'imposition. Et ça rejoint effectivement taxer les surprofits. Encore une fois, il n'y a pas de logique économique à part de profiter d'une crise. Et donc voilà, il faut avoir un système qui soit juste et accepté par les gens. Et je pense que là, il y a des difficultés qui pourraient bien venir. On pense toujours aux gilets jaunes, hein, mais s'il y a trop d'injustice sur ce secteur-là, ça peut être encore un effet déclenchant dans certaines populations. Oui, pour rebondir sur cette problématique de justice, finalement, vous êtes souvent confronté aussi à des excès du néolibéralisme, comme on l'appelle peut-être un peu facilement. Je pense par exemple aux problématiques sanitaires sur les Français. Vous donnez l'exemple de la DGCCRF, qui est la direction finalement qui s'occupe des consommateurs, qui s'occupe des contrôles alimentaires, qui est souvent l'objet de scandales, comme on a vu avec Buitoni il n'y a pas très longtemps. En fait, vous dénoncez par exemple, ce que les gens ne savent pas, c'est la baisse des effectifs continue sur ces instances pourtant fondamentales. Mais oui, mais ça c'est un choix aussi qui est très politique. Quand on veut réformer l'État, les services de l'État, c'est diminuer la capacité de contrôle. Parce que c'est ça qui est assez étonnant en France. C'est que, OK, on veut donner plus de liberté aux entreprises. Nous, on n'a rien contre plus de liberté aux entreprises. Mais qui dit plus de liberté doit dire plus de responsabilité. Il n'y a pas de liberté sans responsabilité. Et on le voit, on l'a vu dans plein de combats. Les entreprises ont tout fait pour empêcher une action de groupe, par exemple. L'action de groupe, ça consiste, quand il y a un groupe de victimes très important, de pouvoir faire un procès simple, pratique, en groupant les gens, plutôt que de faire 200 000 procédures qui n'auront jamais lieu. On en fait une et toutes les victimes sont toutes indemnisées. Ça, les entreprises n'en voulaient pas. Elles veulent être libres, pas de contraintes, mais pas de responsabilité. Eh bien, la responsabilité, ça passe aussi par le contrôle des règles. Or, on a un vrai problème en France, c'est l'effectivité de la règle de droit. Pour qu'une règle de droit soit effective, il faut une sanction adaptée et suffisamment de probabilité que la sanction soit prononcée. Prenez, moi je sais pas, une pratique commerciale trompeuse, vous inondez les boîtes aux lettres de publicité mensongère, vous avez truandé 50 000 personnes. Si vous vous retrouvez au tribunal correctionnel avec 3 000 ou 30 000 euros d'amende, je veux dire, c'est vite vu. L'entreprise, quand elle va lancer une publicité, elle va aller voir le service marketing. Bon, combien ça me rapporte? Ah, ben on peut se faire un chiffre de 400 000 euros. OK. Et le juridique, combien on risque? Ah, ben 30 000 euros d'amende. Bon, ben voilà. Une fois qu'on a dit ça, on a tout dit. Après, supposer que la sanction soit dissuasive. Après, quelle est la probabilité qu'elle soit appliquée? Et ça va dépendre des contrôles, parce que les infractions ne sont pas toutes visibles. Quand ça éclate, qu'il y a un problème sanitaire et puis qu'il y a des gens qui sont malades, voire des morts, bon, à ce moment-là, on va s'y mettre. Mais autrement, la capacité de contrôle, l'État fixe des règles, c'est la liberté avec quelques règles, et il faut faire respecter les règles et les sanctionner. Mais ça suppose des moyens humains,
la DGCCRF, Direction générale, concurrence, consommation, répression des fraudes, donc un service de Bercy. Il fait ce qu'il peut. Ce sont des agents très consciencieux. On travaille pas mal avec la DGCCRF ou les DPP dans les départements. Mais force est de constater qu'avec la réforme des politiques publiques, etc., on a une baisse drastique des personnels dans ces administrations-là. Cette baisse fait que la probabilité des contrôles dans tous les secteurs de l'économie, que ce soit sur l'Internet, les pratiques commerciales trompeuses, tous les types d'infractions qu'il peut y avoir, la restauration, vous vous rendez compte bon. Alors, on ne peut pas mettre un gendarme derrière tout professionnel, ce n'est pas le but, mais il faut quand même une capacité suffisante. Mais il y a encore un autre secteur qu'on n'a pas cité, j'ai fait allusion tout à l'heure, c'est quand vous avez des droits en tant que consommateur, s'ils sont bafoués, allez les revendiquer en justice. Aujourd'hui, c'est plus possible. La justice la justice. Ou alors c'est posthume, quoi. Il faut compter 15-20 ans. Elle est en haillons. Soit on fait tout pour vous dissuader de saisir le juge. Donc on a mis tout un tas de pare-feu, des médiateurs. On a généralisé la médiation de la consommation. Et donc on en met partout. Il faut aller voir des médiateurs qui parfois sont des médiateurs d'entreprise. Donc la confiance, elle est que relative. Pour tout ça, une espèce de barrière pour empêcher d'accéder au juge. Quand on accède au juge, le juge il est complètement débordé. Les délais, c'est hallucinant que quand nous, on dépose un dossier sur une grosse enquête qu'on a fait et qu'on démontre qu'il y a des infractions, on met 2-3 ans avant d'avoir un résultat. La justice et donc, ce que je dis là pour la consommation, évidemment, il n'y a pas que la consommation. Mais la consommation, c'est une justice du quotidien. Aujourd'hui, le consommateur ne trouve plus de juge pour pouvoir rapidement être établi dans ses droits. On a un code de la consommation dont on se targue, qui est un des plus beaux, un des plus gros d'Europe, même s'il est largement fait par l'Europe maintenant, le droit de la consommation. Mais on a un pensum comme ça. Le drame, c'est le défaut d'effectivité. C'est-à-dire que soit le consommateur il est confronté tout seul au professionnel et il n'a pas de débouché très rapide de sanctions, soit par l'action de groupe qui actuellement est plutôt mal foutue, elle devrait être réformée, mais elle existe, c'est déjà bien, mais elle est mal foutue, donc ça ne fonctionne pas bien. Le bilan il est très très faible. Soit à titre individuel, là c'est très compliqué et tout le monde renonce. Le droit, du coup, il est d'autant plus bafoué que la sanction, la probabilité qu'il y ait une sanction, soit en termes de répression, soit en termes de réparation, elle est carrément, souvent, elle n'est pas efficiente. Mais on arrive à la fin de cet entretien, merci. Je vais vous poser la question traditionnelle. Qu'est-ce qui, selon vous, est connu de peu de personnes et qui mériterait d'être connu de tous ? Oui, alors c'est une belle question, puis c'est notre vocation de rendre visible ce qui ne l'est pas. Alors, je dirais l'ampleur des données récoltées par les géants du net. Facebook, Google. Je pense que les utilisateurs n'ont pas conscience du pillage de données dont ils font l'objet. C'est considérable. Même votre téléphone fermé, vous tracez, savoir où vous êtes, ce que vous faites, qui vous fréquentez, c'est absolument hallucinant. Et notre combat, c'est faire vivre le fameux RGPD, le Règlement général de protection des données, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il faut normalement un consentement express. On a d'ailleurs intenté un procès là, contre Google, une action de groupe, parce que Google a pillé des millions de données sans avoir recueilli un véritable consentement express. Et donc, comme quand il y a violation de l'intimité de la vie privée, dans le Code civil, l'article 9, il y a un préjudice moral. Il se trouve que l'action de groupe du RGPD permet l'indemnisation du préjudice moral. Donc ça sera une première en France, quand ça va sortir, le jugement, comment le juge évalue la violation de ces règles de protection de vos données personnelles par un opérateur comme Google. Chaque fois que vous avez un nouveau téléphone sous Android, immédiatement pour le rendre opérationnel et fonctionnel,
vous autorisez toutes les applications qui vont avec, soit Google Maps, soit YouTube. Vous les autorisez automatiquement à tout prendre, tout capter, à aller dans votre répertoire, dans votre stock d'images, les utiliser, les envoyer à l'étranger. Enfin bon, c'est insupportable. Alors, beaucoup disent, bon, bah, moi, j'ai rien à cacher. La question, c'est pas j'ai rien à cacher, c'est comment, après, je suis enfermé dans un univers qui, au départ, est le mien, et on me conforte dans un univers, et donc je perds mon autonomie. Je suis enfermé, on va me donner des informations que sur ce qui est censé m'intéresser. Et petit à petit, on m'enferme dans une bulle et on perd de l'autonomie, de la liberté. Il y a un enjeu de liberté individuelle qui est fondamental. Et pour le moment, je pense qu'il n'y a pas de conscientisation des gens, des jeunes ou des moins jeunes sur le sujet.